responsable, votre titre exact, responsable de opération des offres et des solutions. Offres et solutions de chez Altran en France. On va parler d'aéronautique et d'aérospatiale avec vous. On pourrait parler de bien d'autres secteurs parce qu'Altran est présent dans bien des secteurs. L'enjeu aujourd'hui, très clairement pour vous, c'est, on le voit dans l'aéronautique, c'est vrai, la priorité est mise sur la production plus que sur la R&D. Aujourd'hui, il y a des carnets de commandes qui sont pleins, il faut livrer. Donc les véritables enjeux dans ces filières-là, c'est l'industrie 4.0. Oui, vous avez tout à fait raison, et je pense que c'est un mystère pour personne parce qu'on l'entend à peu près au quotidien dans tous les médias. L'industrie aéronautique aujourd'hui est focusée sur l'augmentation des cadences de production, et ça questionne en fait finalement tout cet écosystème industriel sur la modernisation des moyens de production, que ce soit les usines, que ce soit les processus humains. Et toutes les assistances qu'on peut avoir. Alors, selon qu'on veut parler anglais à l'européenne, on parle d'industrie 4.0. En France, on va parler plutôt d'usine du futur. Ça fait finalement la part à différentes réflexions. Ça fait la part à des réflexions de type système d'information industriel de plus en plus interconnecté avec le système d'information d'entreprise. Ce qui n'est pas une évidence dans toutes ces industries. Alors là, je parle d'aéronautique, mais je pense que toutes les industries peuvent s'y retrouver finalement dans ces questions d'interconnexion des systèmes d'information industrielle et des systèmes d'information d'entreprise au sens plus large. Ça fait la part à des questionnements sur l'optimisation de tous les automatismes et de tous les automates, bien sûr, avec des technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui, prêtes à être, comment dirais-je, digérées, mais pas encore déployées. Et puis, et je pense que c'est un des pans probablement de réflexion les plus larges sur toutes les aides aux opérateurs, à ces gens qui vivent leur métier au sein de l'usine, au sein de l'atelier, et qui sont sur les bords de ligne, etc., et la façon dont ils exercent aujourd'hui leur métier. Alors, c'est toutes enfin, en tout cas, on peut avoir, je pense, autant de définitions de l'usine du futur et de l'industrie 4.0 que de personnes dans cette salle, à minima. Mais en tout cas, voilà une piste de lecture que je vous propose. Et par rapport à ces différents questionnements, peut-être vous proposer, que je me suis noté au fur et à mesure des discussions pour que ça fasse un peu écho. Je me suis noté quelques points d'interrogation finalement, ou en tout cas de réflexion que je vous propose. La première, réflexion, c'est sur la déspécialisation. Finalement, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui de parler au nom d'une industrie? Certes, on a tous un métier, une spécialisation, on est tous culturellement inscrits dans une industrie par son parcours propre, mais finalement, est-ce que ces deux considérations-là, qui sont assez anciennes, qui font la part de l'expérience, du compagnonnage, etc., ne sont pas aujourd'hui remises en question par différentes choses. La première étant que les carrières deviennent de moins en moins linéaires et que j'ai pu faire 10 ans dans l'aéronautique et passer demain dans une autre industrie. Et donc, du coup, cette spécialisation que j'ai, moi, comme acteur, au sein de mon atelier, etc., ben, est-ce que ça a une valeur? Comment, finalement, je vais pouvoir former des jeunes très vite, etc. Et par quel biais, peut-être technique ou assistance technique ou technologique, je vais pouvoir me permettre d'embaucher des gens qui ont moins d'expérience. Je ne vais pas attendre 10 ans qu'ils soient experts ou habitués, rodés à un certain métier pour attendre de l'efficacité et de la productivité. Donc, on pourrait répondre à ce questionnement autour de la cross-fertilisation. Qu'est-ce qu'une industrie peut apporter à une autre industrie en termes de pratiques, bonnes pratiques, etc. Et finalement, même s'il y a des spécificités dans chacune, évidemment l'aéronautique, vous allez me dire, bah oui, mais c'est compliqué parce qu'il y a des pans autour de la safety. Si une pièce est mal montée, ça a plus de retentissement que dans d'autres industries moins critiques au sens vital. Certes, mais cette cross-fertilisation, cet apport d'expérience d'une industrie vers une autre, je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de le regarder de près et finalement le volet numérique, le volet technologique nous aide à cette transposition qui, à mon sens, va avoir une grosse valeur. En tout cas, c'est une piste
réflexion que je vous propose. Je ne veux surtout pas vous apporter des réponses toutes faites. Juste à titre d'amusement, parce que je pense que c'est une curiosité plus qu'autre chose, mais vous l'avez dit, à Altran, on est dans à peu près toutes les industries, on les a catégorisées en 10 grands secteurs. Mais typiquement, nos expériences, à la fois dans l'aéronautique et dans l'automobile, de l'usage d'outils de type PLM, Product Lifecycle Management, nous a permis d'imaginer une transposition, cette fameuse cross-fertilisation, dans le monde de la finance. Et on l'a déployé dans 2 grands établissements financiers à ce jour, alors que c'est quelque chose qui n'est pas du tout conçu pour ça. Mais finalement, à bien y réfléchir, on s'est dit, enfin, on a d'abord constaté, puis après convaincu, que ça pouvait avoir du sens. Vous voyez, des fois les choses sont plus surprenantes qu'on pourrait l'imaginer nativement. Une deuxième piste de réflexion, j'en ai 2 ou 3, je ne vais pas vous abasourdir de 100 000 points. Deuxième piste de réflexion, c'est de se dire finalement cette transformation des moyens de production et des usages de la production, avec tous les possibles qui nous sont aujourd'hui offerts par les technologies, on peut imaginer tout un tas de trucs. Alors j'en ai quelques-uns en tête. Par exemple, sur les opérateurs de bord de ligne, on parle de plus en plus de mettre à leur disposition des outils de type chatbot pour leur éviter, lorsque par exemple ils ont une pièce à monter et que cette pièce qu'ils reçoivent n'est pas conforme ou est défectueuse, au lieu de retourner sur un poste de travail, retirer des gants, se mettre à taper sur un clavier, choses à laquelle ils ne sont pas forcément habitués, etc. Autant avoir un petit terminal dans la poche ou pendu au cou, où ils peuvent converser en mode vocal avec un assistant, en disant bah, la pièce numéro X est défectueuse, il faut m'en commander une autre, etc. etc. Donc, on le voit bien sûr dans l'aéronautique, c'est une réflexion en cours, on le voit dans l'automobile, etc. Donc ça, c'est les apports des technologies. Mais mon point de réflexion aujourd'hui, c'est de se dire, tous ces imaginaires nouveaux qu'on peut avoir, et ça excite beaucoup tout le monde, finalement, on est dans un monde d'excitation sans anglais technologique, ben, il faut faire la part de la gadgetisation des vrais apports, finalement, qui vont nous offrir de la productivité, de la sécurité, et ainsi de suite. Parce que ce chatbot dont je vous parle, on le déploie aujourd'hui, mais est-ce qu'on ne s'est pas laissé berner par cette excitation technologique où on est tous un peu geeks, on est tous un peu early adopteurs, on regarde tous les milliers de posts, ce qu'il y a sur les réseaux sociaux professionnels, sur telle ou telle sortie, mais finalement, comment faire la part de la gadgetisation versus les vrais apports de fond. Et puis, alors, allez, je vais vous donner un troisième. Je pense que pas mal d'industries s'y reconnaîtront aussi, mais je voulais parler du sujet de la plateformisation de la supply chain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un grand avionneur français, civil, bon, les militaires aussi, mais bon, aujourd'hui a beaucoup de mal à reconstituer la pile de coûts de la construction de ces avions. C'est assez surprenant. Mais pourquoi? Parce que justement, dans le processus de construction, je parlais de pièces défectueuses, etc., ça peut être aussi bête que il me manque 3 rivets que j'ai besoin de poser. Pour monter la réaction. Voilà, il me manque 3 rivets que j'ai besoin de poser. Et c'est peut-être la pile. Si c'est votre voix, c'est grave, mais... Je n'ai pas une voix terrible, je pareil. Ce micro fonctionne parfaitement, désolé. Bon. Et on poursuit. Donc, un cas typique, c'est il me manque 3 rivets. Évidemment, je ne vais pas bloquer le processus de construction pour 3 rivets qui me manquent. Donc, je vais les commander, ça va passer en processus d'urgence, c'est-à-dire en dehors, finalement, des processus nominaux. Et ça arrive au quotidien, et au final, on ne sait plus facilement reconstituer l'empilement des coûts de la construction d'un appareil. Et ce que j'appelle la plateformisation de la supply chain, finalement, c'est la concentration, à la fois pour les différents fournisseurs, les différentes entités de l'entreprise elle-même, les différents intervenants, etc. Il n'y a pas que les acheteurs qui font des achats sur une plateforme de supply.
il y a les opérateurs de bord de ligne, justement, etc., qui passent des choses en direct, et ainsi de suite. Et donc, cette harmonisation... Le problème technique n'a pas pu venir jusqu'à nous. C'était pour illustrer une expérience qui est menée actuellement. Donc, vous avez mis en œuvre finalement des technologies du monde militaire de détection de maladies dans les lignes. Vous pouvez nous en dire deux mots, Eric? Oui. En fait, c'était une discussion grâce à la métropole d'ailleurs, qui nous a dit alors qu'est-ce que vous auriez d'innovant comme besoin. Donc on s'est lancé une discussion un peu à bâton rompu comme ça sur les enjeux de l'agriculture. Et c'est vrai que le sanitaire des nouvelles maladies qui apparaissent et auxquelles on doit s'adapter fait partie des grands enjeux de demain. Surtout en période où il est plus si facile, on va dire entre guillemets, de traiter nos vignes. Et une maladie qui, d'ailleurs, malheureusement, a trouvé un foyer cette année pour la première fois dans le Var, mais qui a déjà bien atteint le département voisin des Bouches-du-Rhône, c'est la flavescence dorée. C'est un petit insecte qui pique la vigne et la vigne devient malade et c'est détectable que sur une période très courte au moment des vendanges, juste avant des vendanges. La feuille devient rouge, elle s'enroule sur elle-même et voilà. Et c'est catastrophique. Il faut vraiment l'observer le plus tôt possible et arracher les pieds de vigne concernés pour pouvoir lutter contre cette maladie. Il n'y a pas de traitement. Le seul traitement, c'est un traitement insecticide assez violent pour justement que le vecteur de cette maladie, ce petit insecte, disparaisse. Donc au final, impact fort sur l'environnement. Donc on en a discuté et on s'est dit ce qu'il faudrait, le rêve, ça serait d'avoir... Il y avait eu des essais sur les drones, hein, mais ça serait d'avoir une caméra qui puisse être adaptée sur le tracteur, qui puisse repérer la feuille. Et en plus, cette caméra, il faudrait qu'elle travaille la nuit, parce que la vendange se fait la nuit maintenant de plus en plus en Provence. Donc, n'imaginez même pas que ce soit possible. Et là, on nous a dit si, on a fait des essais de caméras pour repérer les couleurs des coraux au fond des mers, on a des technologies tout à fait adaptées. Donc, grâce à la System Factory, on a fait une réunion de brainstorming comme ça pour définir un cahier des charges. Donc nous, on avait l'expertise de la définition de besoin, on va dire, parce qu'elle est complexe, c'est pas simple. Donc grâce à notre réseau national, on a maintenant des éléments techniques très, très précis pour pouvoir définir le symptôme. Et puis toutes les contraintes de l'agriculteur, parce qu'il ne s'agit pas, voilà, par exemple les drones c'était bien, mais c'est tellement compliqué qu'au final l'agriculteur, ça faut de l'autonomie. Bon. Donc voilà, cette confrontation, c'est ça je pense tout l'intérêt de ce genre de journée, et nous vraiment chez l'agriculture on sera très heureux de pouvoir participer au développement de cette démarche-là, c'est parce que on a des enjeux, on a les attentes, vous avez peut-être la solution. Comment on va faire pour l'adapter, pour trouver un modèle économique, c'est un peu tout l'enjeu. Donc alors, pour finir, cet été, on avait la première, donc ça implique de se lever tôt, puisqu'il faut être à 4h du matin sur la machine avant de manger, on règle la caméra, et sur des parcelles qu'on sait contaminées d'une année sur l'autre, on passe, et actuellement, Agrio, donc qui est l'entreprise avec qui nous menons cette expérience, traite les images et on attend avec impatience voir si on va vraiment avoir donc le produit final, c'est sur notre smartphone la parcelle qui apparaît avec des points rouges automatiques, on va vérifier et si ça marche, on va gagner des jours et des jours de prospection à pied essentiellement parce que voilà, donc il y aura un retour économique très fort, donc c'est très attendu par les viticulteurs. C'est celui qu'on va aborder avec Eric Altero, qui est directeur de la Chambre d'agriculture du Var, c'est celui de l'agriculture. Le monde agricole est en train de se réinventer très clairement aujourd'hui, avec des vrais défis, c'est notamment, et c'est programmé, et les agriculteurs sont plutôt volontaristes sur le sujet, c'est l'abandon des produits phytosanitaires dans l'agriculture. Là, c'est clairement un changement de mentalité, un changement de pratique, et la technologie peut être une aide. Oui, tout à fait. Une partie des raisons pour lesquelles je suis là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas habitué, le monde agricole, à être présent dans ce type de réunion, et on est tout à fait fiers d'être présent. C'est vrai que le digital va être demain un moyen qui va aider la profession à répondre à ce défi.
Aujourd'hui, notre volonté, évidemment, à Chambre d'Agriculture, c'est d'accompagner les agriculteurs dans le changement de pratique, mais on ne va pas forcément toujours changer du tout au tout. On va évoluer vers une agriculture de précision. On va limiter les intrants au maximum, parce que c'est pas toujours possible de s'en passer complètement. Donc, mais que quel que soit l'intrant, que ce soit des engrais, de l'eau et aussi les produits phyto. Donc toute cette approche-là, elle devrait être aidée. On a forcément besoin de moyens modernes d'amélioration de nos pratiques grâce à de nouveaux outils. Donc ces outils, c'est vrai qu'en gros, il y a trois grands travaux en cours. Il y a l'amélioration de l'observation, parce que pour pouvoir traiter le moins possible, il faut observer le plus possible. Donc c'est le développement de traitements d'images, par exemple, pour pouvoir repérer des maladies le plus tôt possible, une fois encore. Le développement de sondes qui vont permettre de mesurer l'humidité du sol, même des sondes maintenant qui se développent pour pouvoir mesurer le niveau de la montée de sève dans le sève de vigne, par exemple, qui va apporter, avec des technologies de goutte à goutte, vraiment que l'apport d'eau nécessaire. Et puis, c'est vrai qu'on voit de plus en plus se développer les stations météo de plus en plus pointues, avec des algorithmes là aussi qui se développent pour pouvoir aider au lancement d'alertes. La Chambre d'Agriculture communique beaucoup autour des bulletins d'information qui sont un peu historiques. De tout temps, on disait attention, une alerte médio, une alerte idiome. Aujourd'hui, on a des cartes qui sont très précises et on développe des bulletins qui sont très localisés de façon à adopter la dose minimale, toujours notre objectif. Parallèlement, évidemment, on travaille sur des changements complets de pratique, où on abandonne quasiment dans beaucoup de cultures le désherbant. Mais voilà, tout n'est pas toujours possible de suite. De toute façon, on a des objectifs économiques à remplir. Et donc cette transition doit se faire avec de la rentabilité, donc quelquefois en douceur, quoi. Avec un enjeu aussi, c'est celui alors demandé par les consommateurs cette fois-ci, encore plus, c'est la traçabilité. Là aussi, il y a dans les technologies numériques digitales la possibilité de trouver des réponses précises pour vous. Oui, tout à fait. C'est presque la porte d'entrée principale pour les agriculteurs pour avancer vers une informatisation, on va dire, de leur pratique. C'est le suivi, la traçabilité donc de tous leurs usages de produits phyto qui est de plus en plus réglementé. Mais plus globalement, on est sur des labels environnementaux, même le label bio, mais maintenant les labels à haute valeur environnementale, qui impliquent d'avoir une traçabilité de l'ensemble de ces pratiques, même de vérifier qu'on a bien des espaces où on va garder de la biodiversité. Donc on a une approche cartographique qui est développée, et d'ailleurs la Chambre d'Agriculture développe un outil qui s'appelle Mes Parcelles, qui est un outil de suivi des parcelles et qui est une des portes d'entrée, donc je viens de le dire, de cette évolution vers une meilleure traçabilité, sachant aussi que de toute façon il y a une attente des consommateurs pour ce qui est circuit court, de bien vérifier qu'on est sur une origine locale, donc il y a des engagements et des possibilités de vérifier, comme pour l'export, où on a notamment les pays scandinaves qui sont de plus en plus à cheval sur des labels de qualité sur les productions agricoles. Tout ce qui est solaire, augmentation des rendements des panneaux solaires, tout ça a fait l'objet de pratiquement 1500 dépôts de brevets, qui sont, dont 1300 je crois sont encore en cours aujourd'hui, 350 partenaires industriels, je crois plus de 100 projets européens, donc on voit en fait de plus en plus de l'intégration de soft, de traitement de l'information pour essayer de capter encore un peu plus de rendement sur tout ce qui est énergie renouvelable. Alors aujourd'hui, donc les défis, c'est encore de pouvoir produire mieux, de pouvoir stocker mieux. C'est des défis qui restent à résoudre.
c'est de pouvoir, bien sûr, on va toujours chercher à augmenter les rendements. C'est l'idée même d'une source d'énergie. Quand on veut la transformer pour pouvoir l'utiliser, le principal but est de pouvoir la stocker, de pouvoir, donc je le répète, mais améliorer les rendements. Et le stockage, c'est dans tous les domaines. Je pense à un brevet notamment de stockage d'énergie dans des galets. Donc la façon de mettre en place des couches de gravier, de galets, pour pouvoir stocker de l'énergie thermique. Donc on va relativement loin pour des applications industrielles et pour nos partenaires industriels. Donc le projet européen nous permet de faire notre recherche de base, de découvrir ou d'approfondir certains secteurs d'activité, puis l'application vient à travers des partenaires industriels comme Engie, comme d'autres. Voilà. Donc, oui, alors comment c'est ça, comment de l'innovation, de la recherche, on va dire fondamentale, on arrive à une exploitation complètement industrialisée, et comment dans le process de réflexion vous intégrez vous les innovations qui peuvent venir des PME? Pour tout ce qui est PME, on a une possibilité au CEATEC, c'est d'accompagner tout ce qui est start-up. Donc j'en ai moi-même profité, ça n'a pas marché jusqu'au bout, mais il y a une véritable organisation pour accompagner start-up, pour la mettre jusqu'au niveau PME, avec des spécialistes, avec des stages. Donc on est très très proche des PME. Je pense que sur nos partenaires industriels, au point de vue nombre, on a autant de gros partenaires, donc TI et au-delà, que de partenaires PME. On place la recherche fondamentale au niveau, donc on parlait de l'échelle TRL, on se situe grosso modo entre une preuve de concept et un démonstrateur. On peut aller plus loin à la demande de l'industriel, mais c'est rarement demandé. Est-ce qu'on sera en mesure de répondre aux défis que fixe le politique aujourd'hui sur le changement de paradigme sur notre modèle énergétique, en tout cas en France? Alors, c'est une question de mentalité. Une question piège. Hein. Je ne vais pas parler de nucléaire, bien que la France a la chance d'avoir de l'énergie électrique pas chère. Donc, quand on compare aux autres pays européens, à qui on fournit énormément d'ailleurs d'énergie, on est dans une position où on doit augmenter le pourcentage d'énergie renouvelable sans que ça coûte cher, et c'est actuellement un grand débat national aux contribuables. Donc ça a coûté très cher le nucléaire à mes parents, peut-être à mes grands-parents, j'en suis pas sûr, mais ça risque de nous coûter également. Il faut vouloir faire ce pas, c'est une question de moyens. Tout le monde a ça en tête, c'est un peu dans l'actualité. C'est en tout cas un domaine sur lequel le CEA travaille depuis un certain nombre d'années. Oui, depuis le milieu des années 80 en fait, 80-90, l'époque à laquelle je suis rentré au CEA pour faire de l'électronique et des télécoms. Et il se trouvait que sur le passage pour aller à la cantine, il y avait un labo qui avait un grand hall dans lequel on trouvait des éoliennes verticales. C'était le principe de la voile de Cousteau à l'époque. Les débuts des chauffe-eau solaires. Et puis la crise de pétrole étant passée, tout ça, ça a été un peu abandonné. Et on a retrouvé l'énergie renouvelable au CEA à partir des années 2000. Pourquoi? Parce que il a fallu déjà démanteler les piles d'essai, puisque le CEA est connu pour le nucléaire, mais ne fait pas que du nucléaire. Il y a toute une division, une direction de la recherche technologique du CEA, qui comprend 3 instituts. Le LETI, qui est plutôt orienté électronique et microélectronique, le LITEM, qui est orienté énergie renouvelable, et le LIST, très orienté soft, traitement de l'information.
Donc l'innovation e-santé Sud, c'est le nouveau nom de l'ORUPACA. C'est donc une structure, un groupement d'intérêt public qui est installé à Hyères, qui a une soixantaine de salariés, dont un certain nombre d'ingénieurs, et qui est chargé du déploiement des solutions e-santé sous donc, la stratégie e-santé de l'ARS en région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Jean-Christophe, les enjeux aujourd'hui en termes d'e-santé sont clairement identifiés, c'est une priorité. La sécurité de la prise en charge. Nous sommes tous patients, nous avons tous consulté un médecin traitant, nous avons peut-être eu l'occasion de fréquenter les urgences, avoir eu un recours à l'hospitalisation. Et finalement, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de sécuriser, être efficient dans cette prise en charge. Et cette prise en charge, elle doit s'accompagner aujourd'hui, elle doit céder des évolutions numériques qui sont aujourd'hui à notre portée. Numérique, digital, effectivement, nous sommes au cœur de toutes ces préoccupations. Alors on les décline évidemment par le biais d'instructions, d'injonctions ministérielles, très verticales, mais évidemment par un certain nombre d'échanges avec notre principal financeur, l'Agence régionale de santé, qui nous demande effectivement d'adresser un certain nombre de sujets auprès de nous tous, patients, autour de la télémédecine, téléexpertise, téléconsultation, téléassistance, vrais enjeux d'innovation. Nous demande également d'investir des sujets d'identité-vigilance, avec la mise en œuvre dans notre région d'un serveur d'identité et de rapprochement, qui permet aux établissements d'éviter des erreurs d'identité, puisque effectivement ça existe encore et de moins en moins heureusement. Nous demande également de mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes de sécurité sur l'hébergement de données de santé. Donc on s'adresse à des industriels pour stocker nos données, stocker nos logiciels, faciliter la connexion sécurisée de ces données-là, effectivement. On nous demande de travailler sur tout un contexte de sécurité des systèmes d'information qui effectivement peuvent se décliner en termes technologiques, certes, mais pas que, puisque les usages sont effectivement au cœur de la fragilité du système. Il faut qu'on puisse, nous, individuellement, être conscients que nous avons des choses à faire, des choses à réaliser, des choses à évaluer avant de pouvoir effectuer un acte, par exemple auprès d'un patient. Donc différents sujets, et évidemment l'innovation. Alors l'innovation devient un sujet qui nous préoccupe, en tout cas qui nous intéresse de plus en plus. Alors évidemment l'innovation est très transversale, elle ne fait pas partie que du monde de la santé, on vient de l'entendre, et on s'inspire beaucoup de ce qui se passe par ailleurs. Les technologies issues de la défense nous intéressent évidemment beaucoup. On commence à s'intéresser à des technologies liées au blockchain, à l'intelligence artificielle, pour justement nous aider à mieux appréhender cette problématique. On voit bien qu'il existe des concentrations technologiques en santé. On voit apparaître ce qu'on appelle des GHT, des groupements hospitaliers de territoire, où on concentre les technologies, où on concentre les compétences, les plateaux techniques. Et de ce fait, il va bien falloir accompagner le patient pour qu'il soit pris en charge de manière correcte. Quand je dis correcte, c'est effectivement qu'il s'adresse à un médecin qui soit évidemment compétent au moment où il en a besoin, dans un délai qui évidemment doit être plus que raisonnable. La notion de rapidité sur la prise en charge, on voit bien l'enjeu derrière cette notion-là. Et dans la perspective de finalement ce que nous demande le ministère aujourd'hui, c'est-à-dire le déploiement de l'e-parcours. Alors l'e-parcours, de quoi s'agit-il ? Il s'agit de mettre en place des organisations qui devront être aidées par du numérique, par de l'innovation, pour que chacun d'entre nous, encore une fois, patient, puisse à un moment donné, dans un ordonnancement précis et anticipé, puisse avoir correctement le besoin dont il a besoin. Je me répète évidemment dans cette phrase-là, mais à un moment donné, on aura besoin d'un médecin traitant qui nous orienta correctement vers un plateau technique, une radiologie, un médecin spécialiste. Ensuite, il y a évidemment une prise en charge au domicile, un kiné. Bref, tout ça doit s'organiser de manière efficace. On veut éviter la balkanisation des compétences, on veut éviter cette dispersion, on veut éviter des dépenses inutiles aussi. La redondance des actes de biologie fait partie aussi de cette préoccupation-là. Bref, toute une réorganisation qui va se massifier dès 2019. Et pour le coup, nous, YES, on va certainement avoir besoin du monde industriel pour justement nous aider à nous accompagner dans cette mutation qui est une mutation importante, qui doit faciliter et l'usage des professionnels, médecins, infirmiers, le monde libéral, mais également, de manière, j'espère, transparente, le patient qui devra s'y retrouver. Oui, c'est ça. Il y a à chaque fois, vos clients directs, ce sont les acteurs de la chaîne sociale, médico-sociale et sanitaire. Mais in fine, c'est bien nous tous qui, demain, vont
avoir besoin de santé vont avoir une gestion complètement différente de notre parcours de santé. Les enjeux de cybersécurité, je voudrais peut-être qu'on revienne là-dessus, parce que c'est aujourd'hui au cœur de la digitalisation du monde de l'armement, de la défense, mais c'est au cœur de la santé, et ça touche, ce sera encore peut-être plus virulent, parce que ça va nous toucher chacun d'entre nous. Comment vous abordez cette problématique? D'abord en appliquant ce que nous demande le gouvernement, le RGPD. Je crois que c'est un mot qui est bien diffusé maintenant parmi les acteurs du numérique. Les homologations RGS. Donc on est contraint à devoir nous organiser de manière très, très prégnante. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on doit effectivement s'inscrire dans une démarche volontariste. Donc d'abord, effectivement, en respectant la réglementation. Déjà, ça sera une première marche très importante et très difficile à gravir. Je peux dire, sans me tromper, et je pourrais sans doute me contredire, que la mise en place du RGPD, c'est quelque chose de très chronophage, parfois d'un peu complexe, qui touche à nos organisations, et c'est l'enjeu aujourd'hui de l'ensemble du monde industriel, mais pas que, du monde public également. Les nouveaux outils, demain, on parle beaucoup de télémédecine, on imagine des nouveaux outils comme la réalité virtuelle, comme la réalité augmentée. Ça, c'est des pistes aussi sur lesquelles vous travaillez. Alors, la réalité virtuelle augmentée n'est pas, pour tout vous dire, au cœur de nos préoccupations actuelles, sans doute plus tard. Là, nous sommes plutôt dans une problématique de déploiement de la télémédecine. La télémédecine est rentrée dans le droit commun aujourd'hui. Donc nous déployons effectivement des outils de téléconsultation et de téléexpertise et de téléassistance. Nous sommes d'ailleurs en partenariat fort avec les hôpitaux interarmés, Sainte-Anne pour Toulon et l'Aveyron pour Marseille, qui déploient en particulier tout ce qui touche au télé-AVC. On voit bien on le ressent bien, que cette télémédecine touche les préoccupations de bon nombre d'acteurs. Parce qu'au-delà de ce que je vous dis, il y a la problématique des déserts médicaux, avec parfois de l'isolement constaté, un isolement sur un EHPAD, avec une personne âgée en souffrance, en détresse, qui a besoin d'être consultée de manière rapide par un médecin qui ne se trouve pas dans les lieux. Donc évidemment, la télémédecine pourra répondre à cette problématique. Alors derrière la télémédecine et l'usage, qu'on voit bien, parce qu'on le comprend très vite, il y a la problématique technologique. Il faut que ça fonctionne. Donc il faut du débit. Il faut du débit, effectivement. Donc la problématique de la capillarité sur notre territoire est un vrai sujet. Il y a encore des zones blanches, des zones qui sont difficilement adressables, un fond de vallée dans le 0,4, dans le 0,5, c'est parfois compliqué. Donc il faut pouvoir résoudre ce problème-là. Il faut que la vidéo passe correctement. Le médecin a besoin de voir, il a besoin de ressentir une dimension humaine dans ce que je vous décris, qui doit être accompagné d'une technologie fluide. Et on n'y est pas forcément toujours. Donc on a encore à performer sur ces aspects-là. Au travers de différents mécanismes, alors tout le monde connaît les rapides, les Astrid, ou les investissements d'Afinvest, les FUI, etc. Tout ça était un petit peu, sans être péjoratif, comment le dire, était un petit peu éparse. L'idée est là pour justement fédérer toutes ces méthodes qui permettent de monter en maturité les briques technologiques, qui sont issues notamment des PME et principalement des PME. Ce qu'on met en place, qu'on va mettre en place cet après-midi, c'est la fameuse convention qui va être signée par la Marine, par l'EMM, qui sera signée par System Factory et la DGA, et qui a été vue par l'AID, donc qui l'a validé. C'est un lieu d'échange pour pouvoir donner un avis éclairé de la Marine et de la DGA sur ces technologies en présence des grands groupes, de manière à permettre ensuite le dérisquage vis-à-vis de l'intégration, vis-à-vis de la montée en maturité, et ainsi de lever ces risques qui vont permettre ensuite aux organes de la DGA qui achètent, la direction des opérations et les grands groupes, de monter, d'intégrer sereinement ou avec le moins de risques possible ces technologies, sachant que le risque zéro n'existe pas, et il faut aussi accepter un droit à l'échec. Ce droit à l'échec, il faudra le quantifier ensemble de manière à pouvoir déterminer quelles sont les grandes phases, quels sont les grands jalons de montée en maturité de ces technologies qui nous intéressent, et savoir réorienter le programme ou l'étude au bon moment, de manière à ce que, à la fin, c'est ce qui compte, le marin et le produit qui correspond à ses attentes en temps et en heure. C'est-à-dire que les méthodes d'évaluation vont aussi évoluer,
on sera dans une évaluation dynamique en se permettant de réorienter un certain nombre de choses au fur et à mesure. Oui, ça sera le travail à créer avec l'AID. Nous, on a toutes les compétences côté marine, côté industrie et côté DGA. On a des moyens d'essai, on a une capacité d'expertise sur les systèmes qui sont dans tout le spectre du naval. Je parle du naval uniquement pour l'instant. Et ce qu'il faut maintenant, c'est fédérer ça, ne plus travailler en silo et donc permettre de rendre ça cohérent et d'apporter la juste compétence de la bonne entité au bon moment de manière à optimiser cette montée en maturité. Parce que le cycle du numérique, le cycle de tout ce qui est robotique, tout ce qui est innovant est très rapide. Alors on reviendra sur d'intégrer au fur et à mesure des innovations. C'est justement tout l'enjeu. Vous savez que vous avez dû entendre parler de la création de l'Agence Innovation de Défense, sous l'impulsion du gouvernement actuel, qui a été créée, enfin plutôt dans la préparation, a été faite depuis la rentrée 2018, depuis septembre 2018. Et le fonctionnement opérationnel de cette agence sera lancé au 1er janvier 2019, avec un budget d'1 milliard d'euros par an. Alors pour continuer à faire les plans d'études amont, mais aussi pour aller chercher des petites innovations. Et tout l'enjeu, c'est bien de faire en sorte que ces innovations s'intègrent sur nos navires. Donc s'intègrent sur le plan technique, c'est-à-dire déjà physiquement, ensuite de manière informatique, qu'on puisse les utiliser en lien avec disons clairement les systèmes de combat, les CMS, hein, les Combat Management Systems, qui sont au cœur des navires complexes, qui sont juste à côté là dans la rade. Donc dans un premier temps, essayer de au moins s'interconnecter pour que les utilisations soient en phase. Et puis à terme, si une fonction n'avait pas été prévue, l'intégrer fonctionnellement dans les programmes d'armement. C'est-à-dire après, dans le cycle long, se dire telle chose on n'avait jamais exprimé, Naval Group ou Thales n'y avait jamais pensé, et nous non plus. Et finalement, c'est très intéressant. Et on va demander à Naval Group ou à Thales enfin j'en cite deux, mais ça peut être Safran, BDA, bon. Les grands groupes, voilà, bon, vous avez compris. C'est eux après qui vont l'intégrer, pas forcément en prenant la technologie elle-même, mais aussi en prenant la fonction, parce qu'on va l'exprimer comme un besoin structurant. Et après, quand ça deviendra ce qu'on appelle le passage à l'échelle, il faudra bien utiliser des grands groupes pour pouvoir le faire tourner, le pérenniser, le rendre plus intégré au sens, encore une fois, fonctionnel, au sens SSI, au sens etc. Alors il y a un facteur aussi qui vous pousse quelque part à faire de l'innovation, c'est ceux qui utilisent vos matériels, c'est-à-dire les marins, qui eux sont dans un environnement numérique traditionnel chez eux, avec un certain nombre d'outils, et qui veulent finalement avoir les mêmes facilités, le même type de fonctionnement à bord, c'est ça? Alors voilà, ça fait partie ce que le chef d'état-major de la marine, le Présuc, appelle le plan Mercator. Il y a 4 piliers. Alors, j'ai oublié un des 4, j'avais dit que je vérifierais la pause, j'ai oublié. Donc il y a un pilier, c'est la marine en pointe. Et pour ça, on a un panneau sur le stand du CEPEN à l'entrée du salon, vous verrez. La marine en pointe, ça veut dire avoir une technologie très performante. La marine de combat, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser nos matériels, même en exercice, de manière le plus opérationnelle possible, notamment en termes, par exemple, politique d'emploi des munitions. Avant, on gardait les munitions pour le combat, et puis on s'entrait qu'avec des munitions obsolètes. Là, l'idée, c'est d'utiliser des munitions non obsolètes pour s'entraîner, pour qu'au moment du combat, on soit le plus efficace possible. Puis, il y a la marine qui compte sur chaque marin. Donc ça, c'est un plan pour rendre les contraintes de la vie embarquée les moins pénibles possibles pour les marins, faire en sorte que les bateaux soient les plus modernes, mais pas forcément dans le sens militaire, mais aussi dans le sens, j'ai envie de dire, qu'ils ne soient pas ringards. Vous voyez, je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité des bateaux, disons même il y a 10 ou 20 ans. Souvent, l'état, par exemple, de l'informatique à bord des bateaux était un peu ringard par rapport à ce qu'on peut avoir à la maison, en termes d'ergonomie, de connectivité, de souplesse d'utilisation, etc. Et donc, un jeune marin qui a 20 ans, qui a l'habitude d'avoir des systèmes très, très performants chez lui, qui a un débit extraordinaire avec sa Freebox qui paye 20 € par mois, quand il se rend compte que pour 1 milliard, on a beaucoup moins, il est souvent déçu et désempointé, et ça ne fidélise pas les RH qu'ils ont dans la marine. Donc, il y a ça, c'est faire en sorte que les contraintes soient le plus acceptables possible pour fidéliser les gens. Voilà. Et donc pour ça, il faut du coup avoir des bateaux un peu modernes, pas forcément, encore une fois, pour chercher l'efficacité opérationnelle, qui est quand même la principale finalité. Hein.
mais aussi pour avoir quelque chose de plus ergonomique qui tient mieux compte des facteurs humains. Donc effectivement, ça laisse la place à un certain nombre d'innovations technologiques de tout type, et effectivement pas que celles des grands groupes, mais aussi des PME qui peuvent apporter des petites solutions pour faciliter la vie du quotidien. On n'est pas que dans le domaine de l'armement, là, on est vraiment dans le multifilière. Jean-Louis Maury, aujourd'hui la DGA, vos priorités, c'est le big data, c'est l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la robotique navale. Oui, il y a une priorité qui est mise très récemment sur le numérique, effectivement. On s'aperçoit, comme l'a dit l'ancien Arbola, que à bord des bateaux, la transition vers le numérique, vers le big data, vers l'intelligence artificielle, mais aussi la cybersécurité, c'est-à-dire le pendant sécurité du numérique, était un essor qui était beaucoup plus rapide que nos processus actuels. Donc là où on est attendu, et là où il faut qu'on travaille de concert avec la marine et avec l'industrie, c'est sur la montée en maturité de tout ce qui est briques technologiques relatives à l'innovation numérique. Ça passe forcément par la technologie, mais ça va passer aussi par la conduite des navires, parce qu'on ne conduit pas un bateau d'il y a 40 ans comme on conduit maintenant un sous-marin moderne ou une frégate moderne avec un système de combat qui est entièrement numérique et avec des IHM qui ne sont pas celles, comme tu disais très justement, d'il y a 40 ans. Ça veut dire aussi repenser nos compétences à nous, parce qu'on a malheureusement, on a heureusement et malheureusement le devoir d'être compétent sur les systèmes qui naviguent encore, mais aussi sur les nouveaux, et parfois c'est un grand écart qui est énorme, et c'est aussi un changement de compétences au niveau de l'industrie, parce que les industriels de défense, alors les grands groupes qui intègrent, mais aussi les PME qui fournissent les technologies, qui travaillent avec les grands groupes pour intégrer ces technologies-là, doivent savoir être agiles aussi entre les technologies d'il y a 40 ans et les technologies modernes. C'est un changement d'état d'esprit aussi? Oui, mais c'est un changement d'état d'esprit, c'est pour ça que la DGA se réorganise avec la marine, donc la création de l'AID, où la marine, les forces plus exactement, et la DGA vont se rapprocher dans le cycle d'acquisition pour pouvoir travailler plus en amont sur le besoin ensemble, pour pouvoir recéter les systèmes ensemble et ne pas perdre de temps à travailler en silo, pour reprendre l'expression qu'on dirait qu'on donne couramment dans les programmes d'armement. Mais ça veut dire aussi travailler différemment avec l'industrie, c'est-à-dire pouvoir insérer en boucle courte des technologies tout en gardant un niveau de risque qui est acceptable pour les maîtres d'œuvre d'ensemble. C'est-à-dire qu'une technologie qui est intéressante, dont on a montré, je ne vais pas forcément trop parler en TRL parce que c'est un peu technique, mais qu'on a monté un TRL qui permet de considérer qu'elle est intéressante, si elle reste à la porte du programme, elle ne sert à rien. Donc il faut aussi, ensemble, dérisquer ces technologies pour montrer à l'intégrateur que son engagement qui intéresse directement les forces est tenu, que financièrement ce ne sera pas un gouffre, et inversement, que pour la PME, ce sera aussi intéressant qu'elle puisse nourrir un partenariat avec ce grand groupe pour filer cette technologie tout le long de la vie du programme. Alors, la question que... C'est comme traditionnel d'expression de besoin sur le cycle long, avec la DGA, quand je dis la DGA, je veux dire les programmes d'armement structurés, qui structurent la BITD, la base industrielle technique de défense, c'est-à-dire la politique industrielle, les plans d'études amont qui consistent à monter en TRL, en partant de TRL, alors c'est pas de la recherche fondamentale, mais comme de TRL un petit peu bas, pour arriver à une technologie qui correspond à ce qui a été exprimé de manière abstraite comme besoin opérationnel par les états-majors d'armée, donc pour ce qui concerne par la marine, pour répondre à un besoin doctrinal, pour pouvoir mettre en application une doctrine qui a déjà été pensée sur le plan militaire. Ça, c'est la vision qu'en pense être traditionnelle. Bon, si on regarde bien dans l'histoire militaire, c'est pas toujours comme ça que les grandes révolutions technologiques ont lieu. C'est souvent des opportunités technologiques qui ont conduit à changer la doctrine et à se dire, tiens, si j'utilise les choses de telle manière, je vais pouvoir faire la guerre de manière plus efficace. C'est souvent dans les grandes ruptures, ça s'est souvent passé plutôt comme ça. Depuis l'invention du silex jusqu'à l'arme nucléaire, c'est plutôt des ingénieurs qui ont finalement eu la bonne idée et on s'est dit, à partir de là, on va changer la façon de faire la guerre. Donc il ne faut pas avoir de pudeur à se dire, cherchons auprès des industriels des bonnes idées auxquelles on n'a pas forcément pensé dans ce que j'ai appelé tout à l'heure le cycle long structurant pour la politique industrielle. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on appelle le cycle court d'innovation. Allons voir auprès des industriels et surtout les petites boîtes, parce que c'est souvent dans les petites boîtes qu'il y a des idées un peu hétéroclites auxquelles on n'a pas pensé.
Sur les grands groupes, on a beaucoup confiance en eux pour nous aider à structurer notre système de force. C'est quelque chose de complexe, dans lequel il y a une partie industrielle qu'on ne peut pas forcément faire en étatique tout seul. Mais du coup, les grands groupes sont un peu alignés à notre façon de penser un peu traditionnelle, où on n'a pas le temps de sortir des sentiers battus, et avoir le poil à gratter qui risque d'être complètement déterminant pour changer complètement l'équilibre de ce qu'on fait, parce que ça peut être un facteur. Voilà. Alors, comme les autres intervenants, mais l'innovation aujourd'hui, très clairement, elle vient du civil. Jean-Louis. Oui, elle vient en partie du civil. Jusqu'à. Vous comprenez bien? Plus près, ouais. Elle vient en partie du civil. Jusqu'à présent, jusqu'à il y a quelques années, l'innovation était drivée par le ministère de la Défense, des innovations qui intéressaient la défense, et c'était des cycles longs, c'était des cycles complexes, chers, et avec des phases de dérisquage qui étaient lentes. Actuellement, on s'aperçoit que beaucoup de technologies émergent du civil et permettront de faire des bons technologies, des bonnes performances qui sont très pertinentes pour améliorer les performances de nos systèmes de défense. Et donc ça nécessite de nouvelles méthodes pour permettre de dérisquer ces nouvelles technologies dans un temps qui est beaucoup plus court que les temps de technologie. Il faut bien parler près du micro, parce que je suis pas sûr qu'au fond, on vous entende bien. Dans un temps qui est beaucoup plus court que les technologies les différentes technologies qui étaient anciennes apannages de nos bateaux, et avec un risque d'être dépassé, et donc de forcément attendre la prochaine étape.